Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo consacrée au protocole de synchronisation hormonale en reproduction bovine. Cette 6e vidéo sera plus spécifiquement dédiée à l'analyse et à la compréhension de l'impact possible de la progestérone, endogène ou exogène, sur les résultats de synchronisation. Et donc à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que vous serez capable de comprendre cet impact de la progestéronémie sur l'OFSINCH notamment, d'expliquer les effets de la production laitière sur le métabolisme des stéroïdes et de la reproduction, et de décider du recours d'un protocole de synchronisation chez la vache allaitante, et de faire le choix de l'un ou l'autre protocole dont la littérature nous a fait part. Allons-y donc. Et donc, comme d'habitude, voici les trois questions, je dirais, préalables, complètement formatives. Trois questions de type vrai ou faux. La 13e, l'ovulation du follicule présent lors de l'injection de la première générage d'un protocole OFSINCH est indépendante de la progestéronémie. La question 14, toujours un vrai ou faux, une production laitière supérieure à 40 litres par jour contribue à diminuer la concentration de l'œstradiol lors de l'œstrus. Et enfin la question 15, la progestéronémie observée une semaine après une insémination est indépendante du niveau de la production laitière. Pas de panique, nous reviendrons sur ces trois questions à la fin de la présentation. Alors, première précédente nous a fait comprendre que la mise en place d'un protocole OFSINCH pouvait ne pas avoir les mêmes effets en fonction du stade du diœstrus, et que, idéalement, la première injection de ce protocole, la première injection de générage de ce protocole devait idéalement apparaître au cours des premiers jours de ce diœstrus. C'était donc bien défini la fenêtre optimale de cette générage. En effet, cette injection de générage va se traduire par l'ovulation du follicule dominant présent, et cette ovulation sera suivie du développement de l'apparition d'un corps jaune appelé corps jaune accessoire. Cette ovulation suivie de l'apparition d'un corps jaune accessoire va être suivie 1,6 jours après l'injection de la GnRH de l'apparition d'une nouvelle vague de croissance folliculaire. Et, de manière plus spécifique encore, l'apparition d'un follicule dominant 3,6 jours après l'injection de cette première GnRH. Et cette ovulation va donc, on le comprend, favoriser bien sûr la fertilité, puisqu'on va pouvoir bénéficier ici, dans un second temps, d'un follicule dominant dont la période de dominance a été beaucoup plus courte que si on n'avait pas obtenu d'ovulation lors de l'injection de cette première GnRH. Donc il est important de pouvoir induire une nouvelle vague, réduire ainsi la période de dominance et ainsi améliorer la fertilité. Autre observation également, on a constaté que l'effet sur l'ovulation va dépendre de la dose de GnRH. Si on augmente la dose de GnRH 200 versus 100 microgrammes, eh bien on constate que le pourcentage d'ovulation est sensiblement différent. Mais, à contrario, l'augmentation de la dose de la GnRH n'aura pas d'effet sur la fertilité ultérieure. Et donc, l'ovulation que l'on va observer ici suite à l'injection de la GnRH, en fait, va dépendre de différents facteurs. Va dépendre, et notamment, de la présence d'une concentration dite intermédiaire de la progestérone, ni trop faible, ni trop élevée. Elle va également dépendre du diamètre du follicule. Et ce diamètre, en fait, augmente si la progestérone est plus faible. En effet, plus la progestérone est faible, plus la pulsatilité de la hormone LH qui conditionne la croissance de ce follicule va être élevée. Donc il y a une relation bien entendu très nette, très évidente, entre le diamètre du follicule et la concentration en progestérone. Et donc, on a essayé effectivement de modifier quelque part, d'adapter ces protocoles OFSINCH avec de la progestérone.
Il n'est pas inutile de rappeler certaines grandes observations physiologiques concernant ce métabolisme de la progestérone. Et donc, gardons bien en mémoire, et c'est là une des grosses différences en fonction de l'impact de la production laitière, on constate que le catabolisme des stéroïdes, c'est vrai pour la progestérone, mais c'est également vrai pour l'œstradiol, augmente avec le degré d'ingestion. On peut imaginer effectivement que les vaches, pour résumer, que les vaches à haut potentiel laitier ont une activité, je dirais, hépatique, métabolique du foie plus importante et que par conséquent, il y a un impact négatif sur le catabolisme, une dégradation plus rapide effectivement de ces stéroïdes. Et ainsi, ce catabolisme de stéroïdes serait 2,3 fois plus important chez la vache à lactation qu'elle ne l'est chez la génisse ou qu'elle ne l'est chez une vache qui n'est pas en lactation. Et donc cela se trouve confirmé par l'augmentation du flux sanguin hépatique chez la vache à lactation par rapport à la génisse. Dernière observation, d'une manière générale, on l'avait envisagé également dans une des premières vidéos consacrées à ces protocoles de synchronisation, on constate que la concentration en progestérone chez la vache laitière est 1,5 nanogramme inférieure à celle des génisses, du fait, encore une fois, de cette activité catabolique. Alors j'aime beaucoup effectivement cette publication qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité, cette publication intéressante de Will Bank, qui a comparé effectivement l'évolution des concentrations en progestérone et en œstradiol, mais également de la croissance folliculaire, en fonction de deux types de vaches. La première qui produisait plus de 40 litres, et la seconde qui en produisait moins de 40 litres. Et donc, vous allez voir ici les caractéristiques assez différentes de ces deux types de vaches en fonction de leur production laitière. Partons du moment de la lutéolyse et voyons un peu ce qui se passe en termes de croissance folliculaire. Envisageons une première situation d'une vache qui produit moins de 40 litres. C'est la situation la plus, bien entendu, la plus classique. On constate effectivement que cette lutéolyse va entraîner une croissance du fait de la chute de la progestérone, va entraîner une croissance du follicule. Et bien entendu, cette croissance du follicule s'accompagne d'une augmentation de la concentration en œstrogène. Cette augmentation en œstrogène s'accompagne également d'un œstrus qui, bien entendu, va, au cours de cet œstrus, on va pouvoir observer l'apparition d'un pic de LH qui va induire l'ovulation et l'expulsion d'un ovocyte. Qu'en est-il maintenant de la progestéronémie de cet animal qui produit moins de 40 litres? Eh bien, nous sommes ici en phase diestrale. La lutéolyse entraîne une chute, bien entendu, de la progestérone, qui passe par une concentration, je dirais, minimale. Et par la suite, cette concentration de la progestérone augmente à nouveau, bien entendu, du fait du développement du corps jaune. Donc voilà la situation, je dirais, classique, brièvement rappelée. Qu'en est-il maintenant, et c'est là qu'il faut se concentrer un peu, qu'en est-il maintenant d'une vache dont la production laitière est supérieure, je dirais, à 40 litres? Eh bien, nous observons en fait, en termes de croissance folliculaire, suite à la lutéolyse, elle est relativement, je dirais, comparable. Donc, l'augmentation du diamètre, en fonction des jours du proestrus, est relativement comparable. C'est un peu après que les choses, je dirais, se compliquent, en tout cas, que l'évolution des stéroïdes est quelque peu différente. Envisageons tout d'abord le premier cas de l'évolution de l'œstradiol. Eh bien, on constate que en fait, la concentration en œstradiol, première chose, est moindre que ce qu'elle n'était chez des vaches qui produisaient moins de 40 litres. Cette concentration en œstradiol est également plus prolongée. Et en fait, concentration moindre, et cela se traduit bien entendu par un œstrus plus court, à peu près de 6 heures versus 10 à 11 heures chez une vache qui produit moins de 40 litres. Donc, ceci confirme ce qu'on avait déjà envisagé, c'est que le catabolisme est plus important, et donc par conséquent, la concentration en œstradiol est plus réduite. Donc sur le plan comportemental, cela se traduit directement.
Ça, c'est une première, je dirais, observation. Deuxième chose, assez intéressante, c'est que le pic de LH, il apparaît plus tardivement. Il apparaît plus tardivement et cela ne va pas empêcher, bien entendu, le follicule d'ovuler, mais cette ovulation va apparaître également de manière plus tardive, alors que donc le diamètre du follicule sera légèrement supérieur entre ces deux types de vaches. Donc un diamètre supérieur si la vache effectivement a une production laitière plus élevée. Parce que forcément le temps requis pour avoir un diamètre comparable est plus élevé si la production laitière est plus élevée. Une autre observation extrêmement importante et intéressante, c'est qu'on constate chez la vache laitière dont la production laitière est plus élevée une fréquence plus grande de double ovulation. Il est évident que cette double ovulation résulte du fait que lors de l'émergence de la vague, il y a plutôt qu'un follicule sélectionné et qu'on assiste à une double croissance, bien entendu, folliculaire. Enfin, si le temps supplémentaire pour avoir un diamètre ovulatoire s'allonge, on obtient également un ovocyte plus âgé. Et donc, par conséquent, sans doute que sa compétence, bien entendu, se trouve modifiée. Donc, on a expliqué ici une partie du fait que les vaches dont la production laitière est plus élevée, ont également une fertilité moindre. Voyons ce qu'il en est de l'évolution de la progestérone. On se trouve donc à être ici en fin de diestrus. On constate qu'une différence de concentration en fonction du niveau de production laitière. Il y a chute effectivement de la progestérone qui passe par une concentration minimale et puis par la suite qui augmente. Mais cette augmentation de la progestérone après la phase œstrale, elle est d'une part plus lente, elle est quelque part décalée dans le temps et elle est moins élevée. Et donc par conséquent, ces deux facteurs, on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre d'une prochaine vidéo, mais ces deux facteurs se traduisent par un risque accru de mortalité embryonnaire précoce. Et donc forcément, on a ici une autre cause expliquant la fertilité moindre des vaches dont le potentiel laitier est plus élevé. Alors, on a compris, il est important et utile, même dans des situations très spécifiques, d'essayer d'obtenir une concentration en progestérone aussi élevée que possible. Je reviens à ma fenêtre optimale pour l'injection de la première GnRH du protocole of-Synch, ovulation, apparition d'un corps jaune accessoire. On l'a dit, mais on le répète, cette ovulation va dépendre du diamètre du follicule. Et on constate, cas extrême, que cette ovulation est beaucoup moins fréquente si l'animal est en anœstrus. Nous allons y revenir dans un instant en évoquant le problème de la vache allaitante. Et donc, par conséquent, moins de chances d'ovulation, surtout cyanœstrus. Cyanœstrus, pas de progestérone, et on comprend ici l'intérêt d'administrer chez ces animaux d'administrer de la progestérone sous la forme d'un prix de delta ou sous la forme d'un cider. Ça, c'est une première justification effectivement de l'apport en progestérone. N'oublions pas que l'ovulation peut s'accompagner d'un œstrus dans 5 à 15% des cas. Si tel est le cas en pratique, et que l'œstrus est détecté, rien n'empêche effectivement que ces animaux soient inséminés. L'injection de la GnRH, on le sait, s'accompagne d'une nouvelle vague de croissance folliculaire, puisque indirectement il y a eu atrésie du follicule dominant et apparition d'un corps jaune accessoire, et on constate que cette croissance du nouveau follicule issu de la nouvelle vague est meilleure si effectivement la progestérone est plus élevée, si la concentration en progestérone est plus élevée. Ceci constitue donc une justification supplémentaire à l'administration effectivement de progestérone sous la forme d'un implant vaginal.
Et donc voici le schéma maintenant quelque peu modifié d'un protocole off-Cinch, c'est-à-dire que l'on va initier le protocole un jour 0. Ce protocole, cette injection GNRH va s'accompagner pendant 7 jours de la mise en place d'un PRIT delta ou d'un CIDR, apport exogène de progestérone. Au 7e jour, on va pratiquer l'injection d'une prostaglandine qui 56 heures plus tard sera suivie de celle de la GNRH, injection qui sera suivie 16 heures plus tard de l'insémination de l'animal. Bien entendu que d'autres ont proposé de réduire la durée d'administration d'un PRIT de delta ou d'un CIDR et de recommander une durée de traitement de 5 jours. On constate également que si cette durée de traitement passe de 7 à 5 jours, eh bien, ils ont recommandé également une double injection de prostaglandine à 24 heures d'intervalle. Le reste du protocole est le même, à savoir GNRH, suivi 16 heures plus tard de l'insémination systématique de l'animal. Alors, forcément, quel est l'intérêt finalement? Est-ce que cet apport de progestérone se traduit dans les faits par une meilleure fertilité? Et Bisonotto, il y a quelques années, a procédé à une méta-analyse. Méta-analyse, donc c'est-à-dire comparaison de publications, les unes qui avaient eu recours ou non à un traitement à base de progestérone. Et pour aller plus loin, bien entendu, sur l'effet de cette progestérone administrée, ils ont vérifié bien sûr en début du protocole s'il y avait ou pas un corps jaune présent. Et donc on se retrouve ici au travers de cette méta-analyse dans deux groupes d'animaux qui n'ont pas été traités et qui avaient fait l'objet par la suite soit d'un protocole off-Cinch, soit d'un protocole co-Cinch ou d'un protocole his-Cinch, mais sans progestérone. Par contre, on avait un deuxième groupe d'animaux qui, eux, avaient fait l'objet d'un traitement exogène au moyen de progestérone. Et bien, on constate que, d'une manière générale, l'administration de progestérone se traduit par une meilleure fertilité, comme en témoignent ces pourcentages de gestation, 38,7% d'une part, 35,3% d'autre part. En fait, si ces traitements à base de progestérone sont précédés d'un traitement de pré-synchronisation, ça n'a pas d'effet. Et donc en fait, on peut quelque part recourir à la progestérone si on ne veut se dispenser d'utiliser les traitements de pré-synchronisation. Par contre, ce qui est important, c'est que l'apport exogène de progestérone semble davantage être justifié si, bien entendu, il n'y a pas, lors de la mise en place du protocole de synchronisation, s'il n'y a pas de corps jaune. Voilà. Et donc, en l'absence de corps jaune cependant, il n'y a pas de différence significative dans le risque de mortalité embryonnaire entre les animaux traités et les animaux non traités. Alors, prenons le cas maintenant beaucoup plus spécifique, effectivement, des animaux des races aviantes qui, comme on le sait, sont bien plus souvent, bien sûr, en anustrus. Alors, protocole de synchronisation et race aviande, c'est sûr que l'insémination artificielle est bien moins souvent utilisée chez ces animaux qu'elle ne l'est chez les animaux de race laitière. Ainsi, en France, 14% seulement des inséminations, 14% des animaux de race aviante font l'objet d'une insémination. Et au Brésil, ce pourcentage est de plus ou moins 12%. Et donc, on constate que c'est, comme on l'a déjà évoqué, que ce recours à des protocoles de synchronisation permet également d'augmenter la saisonnalité des vélages. Et donc, forcément, d'avoir une meilleure optimisation du poids des veaux au moment du sevrage. Donc, l'ensemble des veaux auront un poids plus ou moins, je dirais, équivalent. C'est un intérêt indirect de cette saisonnalité accrue des vélages. Comme je le disais, forcément que ces animaux de race aviante ont une prévalence beaucoup plus élevée des anustrus du postpartum, et c'est là que se trouve sa justification, bien sûr, au recours à l'utilisation de cette progestérone. Et enfin, dernière chose, ces protocoles de synchronisation
n'empêche pas qu'on combine l'utilisation de l'insémination artificielle à une période de saillie naturelle. Alors, quels sont ces protocoles de synchronisation? Ils ont été proposés à la fois chez la génisse et chez la vache. Alors, voici un protocole qui a été proposé pour la génisse, et c'est le fameux protocole CoSynch. Je le rappelle brièvement. GnRH, 7 jours plus tard, une prostaglandine, 54 heures plus ou moins 2 heures plus tard, on injecte à nouveau une GnRH et on insémine systématiquement l'animal. Voilà le timing effectivement proposé. Chez la vache, même chose, sauf que le délai de l'injection de GnRH et d'insémination est quelque peu allongé de quelques heures. Deuxième donc protocole possible, c'est ce qu'on appelle le protocole CoSynch. Donc, administration de progestérone non plus maintenant pendant 7 jours, mais administration pendant 5 jours. Et comme on l'a déjà dit, on peut pratiquer une double effectivement, injection de prostaglandine. Avec, encore une fois, injection de GnRH et insémination, je dirais, systématique, 60 heures plus ou moins après le retrait du PRID delta ou du cider. Chez la vache, le délai est quelque peu augmenté, il ne sera plus de 60 heures, il sera de 72 heures. Dans l'un et l'autre cas, et ce n'est pas inutile de le mentionner, il est tout à fait possible effectivement qu'après la seconde injection de prostaglandine, on observe pendant cette période-ci les chaleurs chez certains animaux. C'est vrai chez la génisse, mais c'est également vrai chez la vache. Il est évident que ces animaux-là, vus en chaleur, pour autant que une détection ait été réalisée, peuvent être inséminés. Et si la chaleur, n'apparaît pas dans les 60 heures ou dans les 72 heures suivant le retrait de la progestérone, eh bien sûr, on pratiquera l'injection de GnRH et l'insémination systématique. Donc voilà une deuxième façon, je dirais, de faire. Le système SelectSynch sur lequel que nous avons déjà présenté, c'est le traitement toujours à base de progestérone avec une GnRH au début, une prostaglandine à la fin, et suite à l'injection de prostaglandine, on peut réaliser bien entendu une insémination sur les chaleurs observées. Si tel n'est pas le cas, si ces chaleurs n'ont pas été observées, on pratiquera l'injection de GnRH et une insémination systématique. Enfin, on peut aussi pratiquer ce qu'on appelle le split time protocole, à la fois chez la génisse et chez la vache, progestérone pendant 7 jours, GnRH au début, prostaglandine à la fin, et au cours des 66 heures suivantes, détection de chaleur, insémination si la chaleur est détectée, et si pas de chaleur observée, GnRH et insémination systématique 20 heures après cette injection de GnRH. Et enfin, et c'est ici qu'on peut combiner bien entendu l'insémination et le recours à un taureau en monte libre, en saillie naturelle. Encore une fois, un protocole de 7 jours, GnRH au début, prostaglandine à la fin, et 60 à 66 heures plus tard, on applique le système CoSynch, GnRH et insémination artificielle. Et puis, les animaux inséminés sont mis en présence d'un taureau. Dans un rapport de 1 pour 10, un taureau pour 10 vaches pendant la première semaine, et puis après, on augmente effectivement le nombre de vaches, et on peut aller jusqu'à 25 vaches par taureau au cours des 3 mois suivants. Et suite à cette période de 3 mois, bien entendu, on procède à des constats précoces de gestation. Donc voilà différentes stratégies utilisables, bien entendu, chez la vache à viande. Alors je reviens aux 3 questions que je vous avais présentées en début de vidéo, et notamment la question 13. L'ovulation du follicule présent lors de l'injection de la première GnRH d'un protocole of Synch est indépendant de la progestéronémie. J'espère que vous avez compris que cette proposition est fausse, et bien entendu, si la progestéronémie est trop élevée, on observe une réduction du risque d'ovulation, du fait de cette action rétronégative de la progestérone sur la LH.
Deuxième question proposée, en fait c'est la 14e de la série des oui vidéos. Une production laitière supérieure à 40 litres contribue à diminuer la concentration de l'œstradiol lors de l'œstrus. Bien, cette proposition me semble tout à fait exacte. En effet, plus la production laitière est élevée, plus le catabolisme des stéroïdes est important. Et enfin, dernière question, la progestéronémie observée une semaine après une insémination est indépendante du niveau de la production laitière. Bien, ça rejoint un peu la question précédente. Bien sûr que non, cette proposition est fausse. Elle dépend bien sûr de la production laitière. Et donc, plus la production laitière est élevée, plus le catabolisme de la progestérone sera élevé, et donc plus la progestéronémie sera faible. Voilà, j'espère que vous avez saisi l'importance quand même de cet apport éventuel de la progestérone dans le cadre d'un protocole of-Synge, application qui trouve son utilisation majeure, bien sûr, en cas d'anustrus. Et dans la vidéo précédente, nous allons voir comment effectivement on peut obtenir un follicule d'un diamètre optimal lors de l'insémination, facteur qui conditionne également l'obtention d'une fertilité optimale. N'hésitez pas une fois encore, si vous avez un commentaire, une remarque ou une question, je reste à votre disposition. À bientôt.